renseignement. Et ça, c'est documenté en long et en large depuis l'Afghanistan. L'Afghanistan est une société séculaire dans les années 70, avec les droits des femmes très avancés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une situation de conflit et on a créé les Moudjahidines, financés par la CIA, entraînés. Et les livres d'entraînement, c'est important de savoir, ils sont publiés, ils ont été publiés au Nebraska. Ils ont été rédigés aux États-Unis et envoyés au Pakistan et en Afghanistan, et ils le sont encore. Okay? Donc l'islamisme radical et terroriste n'est pas le produit des sociétés du Moyen-Orient, c'est le produit des services de renseignement occidentaux, à savoir la CIA, la Mossad et la MI6. Et la confrérie musulmane en Égypte est infiltrée par les services secrets britanniques depuis les années 50. Et par conséquent, tant qu'on ne comprendra pas ces enjeux, le soutien des terroristes en sous-main par les services de renseignement qui commettent soit des actes qui justifient l'intervention, comme c'est le cas en Mali par exemple, ou en Somalie, ou qui constituent des forces d'intervention au nom de l'OTAN, comme c'est le cas en Syrie, en Libye, okay? où le corps militaire, c'était je m'excuse en anglais, Libya Islamic Fighting Group, et ce corps-là est créé par la CIA. Okay? On ne discute pas là-dessus, c'est documenté en long et en large. Et par conséquent, le terrorisme est un instrument des Américains. L'islamisme est un instrument. Pourquoi? Parce qu'elle défait tout projet de société séculaire. Elle permet aussi de mieux manipuler et d'imposer la politique néolibérale. Et c'est d'ailleurs le cas avec le nouveau gouvernement en Égypte. Cette transition en Égypte était connue d'avance. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un mouvement significatif des bases. Oui, il y en a eu. Mais il y a également eu des groupes à l'intérieur de ce mouvement qui étaient en liaison permanente avec le secrétariat d'État et avec l'ambassade des États-Unis et financés par la National Endowment for Democracy, Freedom House, etc. Et c'est prouvé de nouveau. Alors qu'on fasse un peu le bilan de ce dit printemps arabe et qu'on fasse également l'évaluation. J'en viens à la question qui est absolument fondamentale pour nous, et j'essaierai de terminer dans les 5 prochaines minutes puisque j'ai déjà pris assez de temps. La question, c'est comment est-ce qu'on agit? Okay? Quelle ligne de conduite doit-on prendre? Un mouvement anti-guerre qui adopte la perspective qu'il faut appuyer les actions humanitaires, c'est contradictoire et c'est une apologie de l'intervention militaire. On est anti-guerre, on est contre toute intervention militaire, quel que soit le régime au pouvoir. Mais je pense qu'on doit aller plus loin, on doit comprendre que la logique post-11 septembre et les événements du 11 septembre et le mensonge sous-jacent au 11 septembre, ça fait partie de l'idéologie militaire, de la doctrine militaire. Je l'ai étudiée en long et en large. Elle implique également la doctrine nucléaire, parce que maintenant on parle de guerre nucléaire préventive, très dangereux. Mais on dit aussi que les armes nucléaires sont inoffensives pour les civils. C'est écrit dans les documents militaires, la nouvelle génération. Pas celle présumément de l'Iran qui ne possède pas l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire du monde occidental, de l'alliance occidentale des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, sont inoffensives pour les civils. Je vous donne la citation en anglais. Harmless to the surrounding civilian population because
l'explosion is underground. Fermez les guillemets, Pentagon. On ne peut pas être contre la guerre et pour la campagne au terrorisme. Alors les gens vont dire, I'm against the war, but I think the war on terrorism is a good cause. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire qu'on est contre les terroristes parce que présumément c'est les terroristes qui sont derrière le 11 septembre et l'Afghanistan est ciblé comme pays qui en quelque sorte a attaqué les États-Unis. C'est absurde. Et je devrais mentionner qu'on ne passe pas d'une action comme le 11 septembre et ensuite on mène une guerre de théâtre le 7 octobre. Parce qu'une guerre ne se prépare pas en 3-4 semaines. Okay? Une conférence ne se prépare pas en 3-4 semaines. Et une guerre prend au moins peut prendre jusqu'à 1 an. Alors cette guerre était prévue avant les événements du 11 septembre. Mais je pense que le mouvement anti-guerre a besoin aussi de s'adresser aux questions du 11 septembre, de décortiquer les mensonges. C'est en faisant chuter la légitimité de ceux au pouvoir qu'on défait un projet de guerre. Et leur légitimité en ce moment, c'est la guerre au terrorisme. Ils n'en ont pas d'autre. Alors on ne peut pas dire je suis contre la guerre, mais je suis pour la guerre au terrorisme, parce que c'est tombé dans le piège. Ils vont dire non, nous on ne fait pas la guerre, on est en train de mener une campagne contre Bin Laden. Bon, il est mort maintenant, mais bref. On est en train de mener une campagne contre Al-Qaïda. Mais il s'avère que Al-Qaïda est installé partout où les Américains veulent intervenir. Et je peux vous assurer que les milices d'Al-Qaïda à Kandahar en novembre 2001 ont été sauvées sur les ordres de Donald Rumsfeld et ont été transportés dans le Waziristan, au nord du Pakistan, où ils sont là maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un prétexte pour militariser le Pakistan. Donc, toujours ces formations d'Al-Qaïda ou les autres formations sont des instruments des services de renseignement. En anglais, on dit intelligence asset. Et c'est très important que dans un mouvement des sanctions, etc. Bon, qu'on aime le régime en Iran, le gouvernement en Iran ou non, ce n'est pas la question fondamentale. L'Iran ne constitue pas une menace à la sécurité mondiale et le mouvement anti-guerre aujourd'hui devrait bouger et dire il y a une guerre à l'endroit de la Syrie et à l'endroit de l'Iran qui pourrait s'intensifier et s'étendre à toute la région à partir de l'est de la Méditerranée jusqu'à l'Asie centrale et la frontière chinoise, les provinces de Xinjiang. Donc cette région-là devient une région de guerre. Afghanistan, Pakistan, et bon, et bien sûr l'Irak, et la Palestine, et s'il y a une action qui mène à une guerre de théâtre en Syrie, je crois que la région, cette guerre risque de s'étendre. Mais en ce moment, il y a très peu de gens qui sont impliqués dans le mouvement anti-guerre. Très peu, comparativement à ce qui existait en 2003. Deuxièmement, on ne peut pas mener des actions anti-guerre d'un côté et des actions anti-mondialisation de l'autre sans analyser la relation entre la dimension militaire d'une part et la dimension économique et sociale d'autre part. Donc, sachez bien que le Fonds monétaire, la Banque mondiale et l'OTAN se consultent. C'est pas pour rien que M. Wolfowitz était à la Banque mondiale, pardon, au Fonds monétaire. OK? Non, il était à la Banque mondiale. Oui, c'est ça. C'est à la Banque mondiale. Bon, il était au Pentagone, il passe à la Banque mondiale.
il y a une consultation de ces organisations, ça fait partie d'un projet. Et par conséquent, lorsque les sommets alternatifs se réunissent et ils parlent de la question environnementale, ils parlent de l'économie, mais ils oublient de parler de la guerre. Ou s'ils en parlent, mais c'est de manière très superficielle. Par ailleurs, le discours environnementaliste, il faut être très prudent parce qu'il faut également s'adresser pas seulement au réchauffement planétaire, qui est très... Là, je pense pas que là, ça a été manipulé, j'entrerai pas dans des détails, mais il y a d'autres aspects qui sont importants. La radiation nucléaire, aujourd'hui, est généralisée au niveau planétaire. Est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas. Le Fukushima, c'est une guerre sans une guerre. C'est une guerre nucléaire sans la guerre. Mais la radiation est répandue à travers le Japon et on continue à construire des centrales nucléaires, avec l'exception peut-être de l'Allemagne. Par conséquent, toutes ces actions doivent s'intégrer et on ne peut pas mener une campagne, j'insiste, contre le pouvoir et demander au pouvoir de nous financer par l'entremise de leurs différentes fondations. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre l'argent de la fondation Ford, Rockefeller, etc. Elles sont toutes imbriquées et vous payez nos billets, nos frais de conférence, etc. Et bien sûr, ils ont le contrôle. Ils exercent un contrôle sur les mouvements sociaux de manière très subtile. Mais ceci empêche une véritable mobilisation, notamment dans des questions qui sont fondamentales. Donc, il faut absolument se départir de ceux qui financent les mouvements sociaux, souvent de manière camouflée, et qui constituent un moyen de défaire les mobilisations. Ce système mondial est très complexe. Il faut absolument mener des campagnes qui visent la légitimité des acteurs. Et là, vous avez quelque chose d'assez fondamental, parce que ces acteurs sont des criminels. Okay? C'est pas moi qui le dis, c'est le droit international. Donc nous avons une criminalisation de la justice. Nous avons une militarisation de la police aux États-Unis, c'est déjà en voie de se réaliser. On a également des lois qui permettent l'assassinat politique maintenant. Alors, il faut, et toujours c'est la guerre au terrorisme. Alors, il faut nécessairement défaire ce consensus. C'est un peu comme l'Inquisition espagnole. Hein? Bon, là, la guerre au terrorisme, c'est le consensus. Pour défaire ce consensus, si on défait ce consensus, on détruit la légitimité des acteurs et le consensus s'effondre comme un château de cartes. C'est là qu'il faut agir et il faut avoir une compréhension très détaillée de la manière dont ce système fonctionne, pas dans la superficie. Système de renseignement, fraude financière, armes, système d'armement, et il faut nécessairement avoir une vision intégrée de ces différentes dimensions du nouvel ordre mondial. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.